Si c'est ça, finalement, la solution qu'on nous propose, on n'en veut pas. Nous avons besoin d'une France un peu plus courageuse. La question qui se pose à nous aujourd'hui, face à un génocide, c'est que faisons-nous? Je veux dire, si les Palestiniens étaient des terroristes en puissance et que leur seule obsession tous les matins, c'était d'aller massacrer des Israéliens, on aurait des massacres tous les jours en Israël. L'État d'Israël est aujourd'hui un État à mettre au banc de la communauté internationale. C'est le seul moyen de le ramener à la raison. Voilà, tous ceux qui se moquent de nous en disant mais vous n'allez pas sauver la bande de Gaza avec votre petit navire, on en a conscience, hein, on n'est pas dupes. Ce type de traversée pour briser le blocus qui est à Gaza. La présidente Clotilde de la Liberté a été attaquée par drone au milieu de la nuit. Et j'ai pu obtenir des informations de sources diplomatiques qui m'ont confié, et je les cite, nous nous tenons prêts à porter assistance à nos ressortissants français qui se trouvent à bord. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont 12, dont 6 Français, actuellement à bord du navire humanitaire Madeleine qui vogue vers Gaza. Parmi elles et eux, vous le savez sans doute, se trouve l'éco-activiste suédoise Greta Thunberg ou encore l'eurodéputée franco-palestinienne, la France Insoumise, Rima Hassan. Alors ce navire est parti le 1er juin dernier de Catane en Italie et se dirige vers Gaza avec un objectif clair, briser le blocus colonial imposé par Israël depuis de nombreuses années. Organisé par la coalition internationale Freedom Flotilla, en français la flottille de la liberté, cette mission rencontre pas mal d'obstacles et navigue entre beaucoup de tensions. Il y a un mois, un précédent navire de cette même coalition s'est vu attaqué par des drones, tandis que la marine israélienne a déclaré dans la presse qu'elle est prête, je cite, à protéger l'espace maritime israélien contre ce navire humanitaire et à agir en conséquence, et ce, malgré l'appel du Haut Commissariat de l'ONU demandant à Israël de s'abstenir de tout acte hostile en direction de ce navire. Mais comme chacun sait, au regard des actes passés et présents d'Israël, souvent en opposition au droit international, le risque pris par ce voilier est très grand. Aujourd'hui, en ce matin du 6 juin 2025, et après une 5e journée, hier très mouvementée en mer, Rima Hassan est avec nous en direct depuis le Madeleine pour répondre à mes questions. Bonjour Rima, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien aujourd'hui. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, hier, c'était une journée très mouvementée en mer, entre un second survol de drones nocturnes et des personnes exilées à la dérive. Racontez-moi en quelques mots comment vous allez, pour commencer. Bon, effectivement, le passage des drones au-dessus de notre bateau, c'est un élément qui est assez, enfin, qui tend un peu à nous épuiser puisqu'on est réveillé au milieu de la nuit et on ne peut pas ne pas se saisir en fait de l'alarme qui retentit à chaque fois qu'un drone passe. Au regard des événements, mais je pense qu'on y reviendra, au regard des événements du 2 mai dernier Bien où sûr. la présidente Clotilde de la Liberté a été attaquée par drone au milieu de la nuit. Donc on ne peut pas prendre à la légère le passage d'un drone, on est obligé de mettre en place tout le dispositif de sécurité, d'alerte à chaque fois. La journée, en fait, on a aussi beaucoup de choses à faire. On a pour certains, bah, nos médias, nos interviews, et on peut pas tout décaler. Donc, mais le moral est là, on est très solidaires entre nous. Et puis, voilà, on a eu une journée qui a été émotionnellement aussi extrêmement chargée. Puisqu'on a été contacté par Frontex qui nous a signalé que nous étions le bateau le plus proche d'une embarcation dont le moteur ne marchait plus depuis 2 jours en réalité. Une fois que nous avons échangé avec les réfugiés, ils nous ont dit que ça faisait 5 jours qu'ils étaient en mer, trois Oh. jours qu'ils ont passé avec une embarcation avec un moteur qui marchait, et 2 jours sans moteur, donc sans possibilité de naviguer. Et on a assisté à leur arrestation, interception par des gardes-côtes libyens qui se sont d'abord présentés comme étant des gardes-côtes égyptiens quand ils nous ont contactés, puisque nous avons été les premiers à arriver sur les lieux. Et au moment où les ont interceptés, nous avons assisté à une scène qui a été très difficile pour nous à voir, et puis il a fallu très vite réagir. Donc 4 personnes qui se sont jetées À la euh, mer. à la mer. En plus, on n'identifiait pas, on était assez loin, donc on n'identifiait pas s'ils avaient de quoi, De quoi flotter, de quoi nager, de de quoi quoi... flotter, Oui. effectivement. Et moi, j'avais l'impression que c'était un pneu qu'ils avaient. En fait, c'était effectivement quelque chose de gonflable et qui était noir et qui les entourait. Et au début, je me disais, mais c'est un pneu, ça ressemble à un pneu. On était un peu paniqués à l'idée, effectivement, d'assister à leur mort et à leur noyade, en étant un peu impuissants, puisqu'ils étaient assez loin. Et nous avons en fait très vite consulté et on a tout mis en œuvre pour pouvoir agir et pouvoir les secourir.
Mais effectivement, vous utilisez le terme d'arrestation parce que effectivement, le mot sauvetage n'est peut-être pas adéquat puisque ils ont été obligés d'embarquer avec les autorités libyennes. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, en fait, ils ont été obligés, ils ont été interceptés par ces gardes-côtes libyens qui les ont ramenés donc en Libye. Et je crois que ceux qui se sont jetés à la mer C'est au courant. l'ont fait aussi, l'ont fait au regard de ce qui se passe en Libye et du traitement qui est réservé aux personnes exilées. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de rappeler que la Méditerranée, c'est le cimetière des personnes exilées et que le traitement qui est réservé en Libye et la complicité de l'Union européenne avec cette gestion criminelle des flux migratoires, elle est totalement désastreuse et on a fait ce qu'on a pu pour ces quatre personnes. Les autres étaient beaucoup trop loin et ils ont immédiatement été interceptés et ils ont été forcés de monter à bord du bateau des Du navire. gardes-côtes libyens. Alors, d'entrée, on va essayer de clarifier en quelques mots la situation pour celles et ceux qui la découvrent. Quel est l'objectif précis de la mission dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui à bord de ce navire? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette équipe? Et pourquoi par la mer? Allons-y. Alors, donc, il faut bien avoir à l'esprit que ce type d'initiative n'est pas nouvelle. Elle existe depuis 2011. Elle est portée effectivement par cette coalition, la Flottille de la Liberté, donc, qui réunit 22 ONG et qui, depuis 2011, répète ces types de traversées pour briser le blocus qui est à Gaza, pour dénoncer le traitement qui est réservé par les autorités israéliennes à cette population gazaoui dans cette prison à ciel ouvert. Et les 4 ou 5 premières embarcations, en fait, traversées ont pu Mhm. aboutir et ils ont pu réussir à atteindre la bande de Gaza. Mais effectivement, ça fait quelques années que les régimes israéliens successifs soit interceptent, soit attaquent ces flottilles. Donc, pourquoi maintenant? Pour ma part, j'ai été sollicitée à ce moment. Je pense que si j'avais été sollicitée sur les fois précédentes, j'aurais également répondu par la positive. Et la particularité du moment, c'est ce qui rend aussi cette traversée et cette mission à la fois symbolique et concrètement politique, c'est que premièrement, elle intervient après l'attaque du précédent navire qui est parti Début mai, le oui. Mhm. début mai, qui a été attaqué effectivement le 2 mai par drone en eau internationale près de Malte. Et la dimension politique, c'est vraiment le contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la passivité, la complicité, l'impuissance, notamment européenne, des gouvernements européens, de l'Union européenne, à tout faire, à tout mettre en œuvre pour en finir avec l'impunité de l'État d'Israël. Nous sommes face à un contexte de génocide largement documenté et dénoncé, dans un contexte de famine largement documenté et dénoncé. Ça fait maintenant plus L'ONG de parle de 2 mois. 100% de la population désormais concernée par la famine, Tout effectivement. à fait, je le répète vraiment à chacune de mes interviews, Ouais. cette référence onusienne. Ça fait maintenant plus de 2 mois que Mhm. l'aide humanitaire est délibérément entravée par les autorités israéliennes. Donc, cette mission, elle fait tout son sens. C'est prendre notre responsabilité de citoyens et citoyennes au-delà de nos étiquettes de politique. Il y a un médecin à bord, il y a un capitaine, il y a des 2 ingénieurs, et, il y a des personnes qui ont vraiment des statures, je veux dire, professionnels et des domaines d'expertise, mais aujourd'hui, nous sommes surtout réunis en tant que citoyens qui sommes désireux et soucieux de prendre notre part au regard de ce contexte. Et l'objectif aussi, bien sûr, c'est de dénoncer le vide politique, c'est de dire, mais en fait, in fine, c'est une dizaine de citoyens qui vont risquer leur vie en embarquant sur un navire qui est un pansement en aide humanitaire. On en a conscience, hein. Tous C'est ceux qui se symbolique, bien moquent de sûr. nous, Mhm. voilà, tous ceux qui se moquent de nous en disant, mais vous n'allez pas sauver la bande de Gaza avec votre petit navire, on en a conscience, hein, on n'est pas dupes, hein. Je veux dire, on est tous parfaitement au fait de la situation dans la bande de Gaza, mais nous faisons notre part. Et cette symbolique, effectivement, a la vocation à dénoncer le vide laissé par nos dirigeants. Et pourquoi autant de risques pris finalement? Est-ce que c'est le prix à payer, j'allais dire, même si là ce sont que des risques, même si ces risques existent, vous l'avez rappelé, ce bateau, le 2 mai, qui a été attaqué, en 2010, il y a eu même des personnes tuées en mer, enfin il y a quand même, le risque est réel et concret. Pourquoi prendre autant de risques aujourd'hui? Est-ce que sans mauvais jeu de mots, vous cherchez directement à contraindre la France, par exemple, à se mouiller en vous mettant vous-même dans cette position-là en tant qu'élu? Mais pas du tout. Si vous voulez, cette manière de voir les choses, elle pourrait être compréhensible si nous faisions quelque chose d'illégal. Là, je pourrais C'est vrai. comprendre. C'est-à-dire que si on faisait quelque chose d'illégal, on pourrait nous dire, vous voyez, quand même, vous y allez un peu en provoque et en plus, vous vous mettez à risque et donc là, vous mettez tout le monde dans des situations compliquées. Mais les 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui se sont exprimés sur le sujet, qui ont demandé et exigé
à différentes autorités des différents États, pays concernés, d'assurer un passage sûr pour la flottille, ont rappelé deux éléments extrêmement importants. Premièrement, en matière de droit, hein, ils ont premièrement rappelé que la population gazaoui est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris dans un contexte d'occupation, et a rappelé qu'Israël occupait le territoire et contrôlait justement les eaux internationales de De la bande Gaza, de Gaza de manière totalement illégale, tout et à donc fait, bien sûr. a rappelé que même dans ce contexte d'occupation, la population gazaoui est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire par voie maritime. Deuxièmement, ces 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont rappelé également que Israël ne peut pas attaquer ou intercepter la flottille en eau internationale et que la flottille en question était en parfaite légalité en circulant dans les eaux internationales conformément au droit international, au droit maritime. Donc nous sommes dans aucun des cas de figure, ni dans notre trajectoire, ni dans notre objectif final qui est celui d'arriver dans la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire. Enfin, je veux dire, c'est un peu facile de nous dire que nous mettons un tel ou tel gouvernement en difficulté alors que nous sommes précisément dans la défense du droit qui doit s'appliquer et que nous sommes soutenus par ailleurs par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Donc c'est plutôt à Israël de revenir à la raison et de s'assurer de respecter le droit qui s'applique et de nous laisser acheminer l'aide humanitaire sereinement. Et nous repartirons sereinement dès lors que cette aide humanitaire sera acheminée. Ce que vous dites est tout à fait vrai, n'empêche que c'est pas à vous que je vais apprendre que l'État d'Israël n'est pas connu pour respecter le droit international, hein. Vous le dénoncez avec justesse Bien très sûr. souvent. Et donc là, il y a effectivement, dans ce qu'on appelle le réel, la réelle politique, il y a dans les faits des risques pris et on comprend maintenant pourquoi vous nous le dites très clairement ici. Et dès le départ, hein, vous appeliez, et vous appelez toujours votre audience sur Internet à interpeller, entre autres, le président français, mais pas que, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, par exemple. Une question d'abord, pour commencer tout simplement peut-être par un oui ou par un non. Est-ce que vous êtes désormais en contact avec les autorités françaises pour assurer votre sécurité? Alors, pas directement, mais effectivement, mon cabinet qui est à Bruxelles a effectivement sollicité à la fois la présidente du Parlement européen, a également écrit au ministère des Affaires étrangères qui nous a déconseillé d'y aller. Donc ça, c'était même avant notre départ. Oui, Mais nous surtout. n'avons pas de position officielle sur notre demande, qui est pas seulement notre demande, qui est également la demande de 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à savoir d'assurer un passage sûr pour la flottille de Liberté. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une campagne hier en réponse à la fois aux déclarations des autorités israéliennes visant à nous intercepter ou nous attaquer et face au silence des dirigeants de pays qui sont concernés. Il y a 6 Français quand Oui. même sur 12 personnes à bord. La France doit pouvoir s'exprimer urgemment sur cette situation de manière à assurer le succès de cette mission et en même temps garantir la sécurité des Français et des Françaises qui sont à bord de ce navire. De mon côté, en préparant cet entretien, j'ai pu obtenir des informations de sources diplomatiques qui, en off donc, hein, mais de sources diplomatiques, donc on peut en parler, m'ont confié, et je les cite, suivre avec attention la situation de ce voilier, donc du vôtre, du fait de la présence à son bord de 6 ressortissants français, disent-ils, et de préciser, je cite toujours, en cas de besoin, nous nous tenons prêts à porter assistance à nos ressortissants français qui se trouvent à bord. Voici le message que j'ai pu recevoir de cette source diplomatique sous couvert d'anonymat. Est-ce que vous êtes désormais rassuré? Alors, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup de me l'apprendre. Et franchement, ça, effectivement, ça peut contribuer à nous rassurer. Alors, faut juste, il y a différents scénarios. Donc, tout dépend, en fait, le temps aussi que les autorités françaises peuvent mettre à réagir. Si nous sommes attaqués par drone, premièrement, il peut vraiment viser notre intégrité physique. Parce qu'encore une fois, ce bateau est beaucoup plus petit que le Oui, il est précédent. modeste. Oui. Voilà, on n'a pas d'autres endroits où on peut se réfugier s'il y a une attaque par drone, le bateau coule. Ensuite, une attaque par drone peut cibler l'un de nous. Et on se retrouverait donc en mer. Donc, reste à savoir comment on va voilà, nous retrouver le plus rapidement possible et nous secourir. Le deuxième scénario que je voulais compléter, c'est celui de l'interception, c'est-à-dire être arrêté par les autorités israéliennes Mhm. et être ramené sur le territoire israélien. Et là, du témoignage que nous avons des personnes qui ont participé aux précédentes traversées, il y a des cas de détention de plusieurs jours. Pour certains, jusqu'à une semaine, 10 jours. Là aussi, je veux dire, c'est particulièrement préoccupant de se dire que des civils qui sont en parfaite légalité dans la mission qu'ils mènent
qui sont par ailleurs, encore une fois, soutenus par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ce qui n'est pas rien, par des grandes organisations comme Amnesty International, Greenpeace et une grande partie quand même de l'opinion publique, se retrouvent en détention en Israël et puis dans des contextes d'arrestation qui peuvent être aussi très problématiques. Je veux dire, on n'a aucune garantie sur le fait que, effectivement, des soldats ne soient pas amenés à tirer À vous ou violenter au à, minimum, bien ou à sûr. nous violenter, ou à nous violenter. Donc c'est pour ça qu'on demande, nous, d'assurer un passage sûr, parce qu'en fait, notre sécurité, elle est dans le fait d'exiger des autorités israéliennes, éventuellement, s'ils veulent nous suivre ou nous surveiller, mais en tout cas, juste de nous offrir une garantie qui consisterait à ne pas nous attaquer, ne pas nous intercepter, jusqu'à ce qu'on puisse livrer cette aide humanitaire. C'est ça, surtout, qu'on souhaite obtenir, plutôt qu'une réaction qui serait en réponse à une attaque plausible des autorités israéliennes. Bah, des déclarations, en tout cas, à cette heure, de la part des autorités israéliennes, il y en a, mais dans l'autre sens, hein, Tout à fait. qui effectivement sont, selon vous et selon beaucoup de personnes, des menaces hein, clairement établies. Alors, encore une fois, est-ce que le fait d'avoir obtenu des informations de sources diplomatiques françaises, là en off, raconte pour vous quelque chose de l'ordre peut-être de la retenue ou de la fébrilité de la part du gouvernement français vis-à-vis de Tel Aviv? Oui, bien sûr. Je pense que sur ce sujet de cette traversée, comme sur d'autres, on a pu le voir sur la question du génocide, sur la question de la coopération militaire, sur le Netanyahou qui survole l'espace aérien français à 2 reprises. Ça a été également, on l'a vu, Mhm. quand vous avez fait partie des journalistes qui ont pu confronter justement les l'Élysée ou le porte-parole, la Le porte-parole porte-parole du Quai d'Orsay, bien sûr, et qui a été porte-parole du lésé. Quai d'Orsay, pardon, et qui a pu voilà, vous répondre parfois de manière assez timide quand même sur ces questions qui sont très importantes, qui sont des questions de fond, qui sont au cœur de l'actualité et ils sont au cœur aussi des engagements de la France en matière de droit international ou de convention internationale. Donc, on a pu avoir effectivement affaire à cette même retenue. euh, qu'il faut continuer à dénoncer. Nous avons besoin d'une France un peu plus courageuse. Nous avons besoin d'une France qui nous rende fiers. Nous avons besoin d'une France qui soit à la hauteur des enjeux et qui nous fasse honneur en mettant le respect du droit international au cœur de sa politique et au cœur de sa diplomatie. Bah justement, c'est intéressant de souligner, c'est très important, puisqu'il y a encore 3 jours, Jean-Noël Barrot a tweeté, vous avez sans doute vu, là je vais le lire, hein, qui aurait pu imaginer une seconde que les Ukrainiens laisseraient l'envahisseur les priver de leur indépendance sans résister, se demande-t-il sur Twitter. Notre responsabilité, donc à la France, sanctionner Vladimir Poutine pour le contraindre à cesser le feu, ouvrant la voie là à une paix durable conforme au droit international. Oui, mais nous sommes toujours dans le deux poids, deux mesures au regard du peuple palestinien et du peuple ukrainien. Alors enfin, Emmanuel Macron a convoqué le terme de crédibilité pour la question palestinienne en disant qu'il fallait effectivement avancer sur ce sujet parce qu'on était en train de perdre en crédibilité, ce qui est effectivement vrai. Maintenant, voilà, il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent que tout ça est lié à la question coloniale. Le peuple palestinien est déshumanisé, et surcontrôlé. Quand on dit que la condition pour la création et la reconnaissance d'un État palestinien, c'est le désarmer toute la population palestinienne, c'est pas des conditions qu'on pose par exemple aux Ukrainiens. Donc au contraire, on estime qu'il est urgent de les soutenir militairement parce qu'ils subissent une agression. Le peuple Mhm. palestinien, alors on a documenté tous les crimes qu'ils subissent, la colonisation, l'occupation, l'apartheid, maintenant le génocide, et Il y a malgré encore cela, débat. Oui. et de nombreux crimes de guerre, et malgré cela, on est encore dans une posture extrêmement paternaliste, colonialiste vis-à-vis du peuple palestinien, mais qui est liée aussi à l'histoire de l'Occident. Donc la lecture que nous avons en Occident, moi j'ai pu le dire à plusieurs occasions, elle, elle est complexe sur la question palestinienne pour 2 raisons. La première, c'est la question coloniale. La Mhm. deuxième, c'est la question de la Shoah, qui pose aussi beaucoup de tabous, et qui nous empêche d'aller sur le terrain, par exemple, de la critique du sionisme comme idéologie politique, qui voilà, crée énormément de tensions et de tabous. Et ces 2 questions qui sont profondément liées à l'histoire de l'Occident et qui sont à l'origine de la création de l'État d'Israël, les accords Sykes-Picot, la colonisation de la région par les Français et les Britanniques, le passé colonial de la France et le tabou qu'il y a autour de ce passé. Je veux dire, Mhm. c'est quand même compliqué de demander à la France de reconnaître qu'il y a un génocide de manière assez rapide au moment où il se passe en Palestine, quand on sait que
elle-même, elle a du mal à reconnaître tous les crimes coloniaux qu'elle a pu commettre en Algérie, par exemple. Donc voilà, pour moi, la question coloniale et la question de la Shoah, notamment la mémoire de la Shoah, Mhm. sont les deux éléments et qui euh, complexifient la manière dont le sujet palestinien est traité et compris depuis le regard et les postures de l'Occident. Et, alors, toujours en off, c'est même une source diplomatique, m'ont rappelé la position de la France, qui, je cite là, appelle Israël à permettre un acheminement immédiat, massif et sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza. Du coup, c'est une question que je peux vous poser. Est-ce que cette position officielle de la France pour vous, Rima Hassan, n'est pas à la hauteur du moment, ou alors elle l'est? Enfin, comment vous la jugez? Alors, elle est importante parce qu'effectivement, il y a une urgence, il y a un contexte de famine, vous l'avez très bien dit, qui est rappelé par les Nations Unies. Mais j'insiste, moi, sur un élément qui est très important et qui peut être très dangereux, c'est le fait de réduire le peuple palestinien à un sujet humanitaire. Et on le voit hein, dans la rhétorique qui est utilisée notamment par le gouvernement euh, et par une bonne partie de la classe politique. Le Palestinien, ce qu'on demande pour lui, c'est l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il est vraiment réduit à un sujet humanitaire. Oui, La revendication ou l'action politique première pour les Palestiniens, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire et l'assistance humanitaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça tend à invisibiliser et taire toutes les responsabilités politiques qui vont dans le sens de la quête politique, qui est la première quête en réalité du peuple palestinien, qui est la raison première de leur lutte et de leur résistance depuis des décennies, pas seulement contre l'État d'Israël, mais également contre l'Empire britannique bien avant. Donc la résistance palestinienne, je veux dire, elle a plus de 100 ans, quoi. Donc, mhm, il faut faire très attention à ne pas rentrer justement dans cette rhétorique qui consiste à simplement se saisir ou à surinvestir la question humanitaire dans la communication politique et à totalement mettre de côté tout l'engagement politique qui doit aller avec cette question humanitaire, c'est-à-dire la reconnaissance des droits du peuple palestinien, le droit à l'autodétermination, la reconnaissance de l'État palestinien, mais aussi et surtout les sanctions contre Israël. Ce qui va changer la donne, c'est reconnaître les droits du peuple palestinien, mais surtout les garantir, oui. enfin les protéger effectivement, pas seulement dire le peuple palestinien a le droit de vivre, il a le droit d'avoir son État, il a le droit d'avoir son indépendance. La question qui se pose à nous aujourd'hui face à un génocide, c'est que faisons-nous pour garantir la survie de ce peuple et sur un territoire donné. Donc la question des sanctions, elle va de pair avec la question de la reconnaissance. Et sur ça, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas les dissocier et à s'assurer que nos responsables politiques les vont pleinement intégrer. L'État d'Israël est aujourd'hui un État à mettre au banc de la communauté internationale. C'est le seul moyen de le ramener à la raison, comme ça a pu être fait avec le régime sud-africain. Je veux dire, il y a un moment où nous sommes dans une impasse, nous avons un interlocuteur qui n'est pas fiable politiquement, sur lequel nous ne pouvons pas compter en matière de respect des droits humains, qui ne respecte pas ses engagements, qui est dans une guerre qui est à la dérive, puisqu'on ne comprend plus, personne ne comprend les objectifs de guerre de Netanyahou, Mhm. et qui donne lieu à un génocide. Donc nous devons aller sur le terrain des sanctions et s'assurer que effectivement les paroles de ces représentants politiques ne se cantonnent pas à la question humanitaire. Et justement, le mois dernier, pour un reportage pour l'Humanité, je cherchais à savoir si, là, vu que vous parlez à l'instant de la reconnaissance de l'État palestinien par la France, qui est possiblement annoncée pour juin, c'est la promesse du président. On pourra l'aborder plus en détail si vous voulez juste après. Mais j'avais à cette époque-là, du coup, le mois dernier, posé la question à Monsieur Lemoine, le porte-parole du Quai d'Orsay, pour lui demander pourquoi il n'y avait pas de sanctions françaises contre Israël, à l'instar de celles contre la Russie, bien sûr. Oui, Et il m'a répondu à ce moment-là que la France ne peut pas faire des sanctions seule et que ça doit être fait au niveau européen. Alors vous qui êtes députée européenne et d'ailleurs qui vous plaignez encore récemment d'échouer en boucle à faire passer ne serait-ce qu'un texte, est-ce oui. que vous jugez l'Union européenne impuissante ou volontairement absente? Elle est totalement volontairement absente et complice de ce qui se passe. L'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. Et effectivement, ce qui est intéressant avec le cas de la Russie et de l'Ukraine, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment Un parallèle, oui. Oui. un parallèle effectivement à faire pour pouvoir mesurer les réactions et les mesures qui ont été prises dans un cas comme dans l'autre. Et donc, pour la Russie, il a fallu quelques semaines pour que les premières grandes sanctions soient prononcées et même qu'elles soient mises en œuvre dès lors que
la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Pour la Palestine, nous sommes quand même à des décennies de violation du droit international. L'accord d'association est en phase de réexamen après Mm. 1 an et demi de Tout à fait. génocide. Mhm. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Et cette complicité, elle est aussi liée, encore une fois, aux deux éléments que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la question coloniale et la question de la Shoah. Parce que dans les deux éléments, si vous voulez, l'Union européenne est pleinement impliquée. L'Union européenne, le continent européen, est pleinement impliqué dans la question coloniale. Et aujourd'hui, l'État d'Israël est un État colonial, c'est un régime colonial, mais c'est aussi un État colonial depuis sa création. Il n'a eu de procédés vis-à-vis du peuple palestinien que des procédés coloniaux, de Mhm. nettoyage ethnique, de déplacements forcés, de massacres, de détentions arbitraires, etc. etc. La position de l'Union européenne vis-à-vis de cette question palestinienne l'oblige à regarder ses responsabilités historiques. Elle oblige à questionner ce qu'elle a fait d'une part aux communautés juives d'Europe et puis ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à travers le soutien de l'État d'Israël à un peuple qui n'a absolument rien demandé et qui littéralement risque de disparaître politiquement si rien n'est fait. Donc, c'est pas une question de possibilité, c'est une question de volonté. Et la preuve en est, il y a eu des déclarations récemment visant à dire oui, peut-être que le terrain des sanctions doit être enfin discuté. Oui, Et c'est là où la bataille politique, la vraie bataille politique commence. Nous avions d'abord une bataille de narratif, en tout cas moi c'est mon analyse du sujet. J'ai le sentiment que depuis la campagne des européennes, et moi j'ai personnellement beaucoup porté justement cette bataille de narratif, c'est-à-dire bien articuler la question palestinienne, c'est un prérequis. Euh, et je crois que nous avons gagné cette bataille de l'opinion, nous avons gagné cette bataille de narratif. Maintenant, la bataille politique, c'est celle qui consiste à arracher des victoires à nos responsables politiques qui avancent, mais par contrainte. Quand on voit là des petites avancées arriver politiquement sur le plan européen, je peux vous assurer qu'elles arrivent par contrainte. Elles n'arrivent pas par volonté, parce que s'il y a bien des interlocuteurs qui sont parfaitement au fait de tout ce que l'État d'Israël fait, ce sont précisément les dirigeants européens, les hauts responsables européens, la chef de la diplomatie européenne, Madame Callas, le président de la République française, je veux dire, tous ces hauts responsables politiques sont plus au fait que vous et moi bien de ce que sûr. fait l'État d'Israël. Donc, ils sont aujourd'hui en train d'avancer euh, sur cette question par contrainte en raison de nos mobilisations et en raison de cette bataille de l'opinion. On voit bien le décalage et Ronnie Broman parle de divorce entre Mhm. l'opinion et les gouvernements, ce qui est parfaitement problématique dans une démocratie. Dans une dictature, on pourrait se dire bon bah il y a un décalage parce que c'est un régime autoritaire. Mais dans une démocratie, dans un état de droit, nos représentants sont censés agir au nom de notre intérêt général, au nom du respect du droit international et Et en en, phase avec l'opinion publique, là, on voit bien, et vous parlez de en phase décalage. effectivement avec l'opinion. Voilà, et là, il y a forcément, oui, on le voit, on le vit en étant nous-mêmes dans cette société française, vous à Bruxelles, etc. On le voit, ce décalage. Et évidemment, là, vous le décrivez très bien. Mais donc, pour vous, en un mot, même si des pays, notamment européens, on pense là à l'Espagne, enfin voilà, se positionnent, que l'Union européenne envisage de revoir certains accords, on l'a vu avec Israël, que Macron lui-même a une critique un peu plus poussée que par le passé, tout ça, ce n'est qu'une posture de façade, ce n'est pas un tournant? Non, mais je pense que c'est déjà une victoire. Mais je veux dire, c'est ça, pour le moment, c'est au niveau des déclarations. Oui, Il y c'est a que des d'autres, déclarations. Oui. il y a d'autres États. Il y a d'autres États. L'Espagne a quand même, sur la question des accords de la coopération militaire, a renoncé à plusieurs contrats Oui. avec l'État d'Israël, justement en arguant ne pas vouloir être complice du génocide, etc. Donc les termes sont quand même déjà posés, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on ne parle pas encore de génocide. Macron a déclaré que ce n'était pas un chef d'État de le dire. Bon, le président Lula lui a très bien euh, Oui, hier, oui. rappeler que, voilà, elle a très, très, très bien resitué le fait qu'on peut être chef d'État et dénoncer un génocide, et par ailleurs, c'est un devoir, puisque la Constitution française prévoit par ailleurs que le chef d'État est le garant des engagements internationaux de la France. Donc la prévention du génocide fait pleinement partie des engagements internationaux de la France, et donc c'est aussi un président de la République, un chef d'État, de dénoncer quand c'est nécessaire un génocide qui est en cours. Donc simplement, je veux dire que les déclarations qui arrivent, elles arrivent par contrainte. Je ne crois pas qu'elles arrivent par conviction politique, par conviction de défense du droit international ou de la Cour pénale internationale, ou parce qu'ils considèrent que vraiment le régime israélien est un régime
avec lequel ils ne veulent plus collaborer. On l'a vu encore récemment, il y a quelques jours, avec la coopération militaire de la France avec Israël, qui a été révélée par Par nos disclose. confrères de Disclose. Tout à fait, Voilà, tout à fait. exactement. Donc, Mhm. on voit bien qu'il n'y a pas de réelle volonté, que ce n'est pas des convictions. Si on est guidé par des convictions et si les paroles sont alignées aux actes, c'est-à-dire que quand on dit que c'est inadmissible ce que fait l'État d'Israël, eh bien, on s'assure dans sa politique que nous n'avons ni d'une manière ou d'une autre une participation à ces exactions. Eh bien, la France fait tout l'inverse. On observe que les faits ne sont pas alignés à cette pseudo-volonté politique consistant à faire respecter le droit international ou aller au bout d'une cohérence d'une crédibilité politique. Mhm. Là, on est dans un régime qui est un régime démocratique, un régime qui est basé justement sur cet engagement dans une communauté internationale qui s'est consolidé, qui est soudé autour du respect du droit international. Et ce qui me dérange profondément, c'est que la politique qui est menée par Emmanuel Macron, elle est faite en notre nom. En notre nom. Et Oui, c'est mais ça là qui vous dites que nous sommes enfin, dans un régime démocratique. Bon, j'imagine que vous, comme moi, vous savez que c'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup d'experts, bref, de choses qui nous démontrent que nous sommes dans un régime pas totalement démocratique. On le voit, les 49.3, les décisions en notre nom sans l'accord de... Voilà, il y a plein d'exemples. Alors, Il y c'est a un peu... plein de trahisons, effectivement. Il y a plein de cas de divorce, si je reprends les termes Voilà. de René Brocan, entre les gouvernements et l'opinion, c'est sûr. Alors justement, votre voix là, votre voix est celle qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, qui dénoncent les agissements criminels d'Israël, qui appellent constamment à l'action des États, notamment de la France. Vous seriez aux manettes, vous, avec la France insoumise, imaginons-la au pouvoir. Qu'auraient été vos décisions, vos actions concrètes? Et les actions concrètes, on se réfère encore une fois à des obligations en matière de droit international. La Convention sur la prévention du génocide, elle oblige les États, dès lors qu'il y a une reconnaissance d'un risque de génocide. Je rappelle que cette convention, c'est sûr, elle consiste à mobiliser les États en prévention du génocide. Sinon, Oui, elle n'a aucune utilité. Si le rôle de cette convention, c'est d'attendre que le génocide soit commis pour ensuite le commenter et sanctionner a posteriori, ça n'a aucun intérêt dans le sens, enfin, le sens premier, c'est de sauver un maximum de vies, donc de prévenir des actes génocidaires qui visent à éradiquer une population pour ce qu'elle est. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. Donc, les responsabilités de personnes qui sont au pouvoir, encore une fois, d'un régime démocratique, qui s'inscrit dans cette communauté internationale qui est faite d'engagement en matière de respect du droit international, c'est premièrement de suspendre, de décréter un embargo sur les armes, de faire ce que nous avons pu faire sur Macron l'Ukraine. l'a Et je dit, je vous rappelle, coupe, mais Macron l'a dit. Ça, c'est pas... Là, avec les révélations de Disclose, on voit qu'effectivement des choses partent. Ce sont pas tout à fait des la armes, France, mais... à elle seule, peut déjà faire sa part, Mhm. c'est-à-dire comme l'a fait l'Espagne, comme sont en train de le faire d'autres pays. La France, à minima, elle peut déjà faire sa part. Je veux dire, je vois pas comment on peut aller convaincre d'autres interlocuteurs européens ou d'autres pays européens si on ne fait pas déjà sa part. Je veux dire, c'est normal que après on soit dans une posture qui consiste à dire mais on peut rien faire seul. Mais en fait, Oui. vous pourrez faire dès lors que vous montrerez l'exemple. Et la France ne peut pas d'un côté dire oui, l'Union européenne doit aller sur le terrain des sanctions quand elle-même n'engage aucune procédure en ce sens. Donc, la première chose à faire dans un contexte de génocide, c'est un embargo sur les armes. C'est le plaidoyer qui est formulé, en plus de ce que prévoient les engagements internationaux, c'est aussi le plaidoyer qui est formulé par les plus grandes ONG internationales et par les experts sur le sujet. Donc, il faut absolument un embargo sur les armes, s'assurer et travailler de manière très concrète à ce qu'il n'y ait plus de coopération, de collaboration militaire avec le régime israélien dès lors que nous savons ce qui est fait de ces armes aujourd'hui à Gaza mais également en Cisjordanie. Ensuite, il faut des sanctions d'ordre enfin, diplomatique et politique, ce qui a été fait par exemple avec l'Irlande. L'Irlande a fermé l'ambassade de l'État d'Israël, a sanctionné, et peut-être qu'elle reprendra des relations avec Israël dès lors que le régime serait amené à changer. Enfin, je veux dire, on a d'autres modèles dans l'histoire. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud, c'est un exemple dont on peut s'inspirer pour isoler un régime, un État qui est à la dérive en matière de violation du droit international et en termes de commission de crimes répétés à l'endroit d'une population civile Alors, politique. allons sur la question qui attire toute la lumière, en fait, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais pas suffisamment, je pense. La reconnaissance d'un État pour la Palestine en juin par le Oui. président Macron. Ce serait quand même... Alors, à la lumière des événements,
de leur évolution, mais aussi des conditions, notamment l'éradication du Hamas. Est-ce que vous y croyez toujours, vous, à cette reconnaissance par la France? Et puis, seconde question, est-ce que pour vous, Rima Hassan, ce serait véritablement la solution au problème, cette création d'un nouvel État à côté de celui d'Israël? Alors, je crois effectivement à cette question de la reconnaissance. Je pense qu'elle est extrêmement importante. Au regard effectivement enfin, je veux dire, ne serait-ce que du fait qu'il y a déjà 146 États à travers le monde qui reconnaissent la Mm. Palestine et il manque les derniers États occidentaux. Donc on est vraiment à la traîne, hein. Je veux dire, moi, j'ai un peu honte d'être française dans ce genre de cas de figure. C'est-à-dire on regarde la carte du monde, on est vraiment les derniers pays à ne pas reconnaître l'État de Palestine. Donc effectivement, cette reconnaissance, elle est importante parce qu'elle envoie un message aussi aux autorités israéliennes. Et on l'a vu par ailleurs, ce que ça a créé comme tension Mhm. diplomatique. On voit bien que ça dérange justement ce régime israélien qui est un régime génocidaire et colonial qui travaille à faire disparaître une population. Donc la reconnaître permet au moins d'envoyer un message clair euh, à ce régime en leur disant, ce peuple, pour nous, il n'a pas vocation à disparaître. Et nous allons mettre des choses en place pour le préserver et le protéger. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais la reconnaissance de l'État palestinien, moi, la question qui se pose à moi, c'est quel État et sur quel territoire et avec quelle population. Parce qu'en droit international, un État, il faut trois composantes. Enfin, Mhm. la continuité territoriale, il faut une population unie, unifiée sur ce territoire qui se revendique justement de ce territoire. Et ensuite, il faut une autorité désignée va représenter cette population sur ce territoire. La question de la continuité territoriale, elle est aujourd'hui, enfin, c'est une impasse. Il reste, pour la Cisjordanie, on parle d'une peau de léopard pour la politique coloniale et du coup de ce qui reste de territoire autonome, disons, pour le peuple palestinien en Cisjordanie, tant la présence des colons a grignoté en fait ce qui restait de territoire pour les Palestiniens. La continuité territoriale, elle n'est pas garantie parce que la population de Gaza n'est pas liée aujourd'hui à la population de la Cisjordanie. Et au-delà de ces deux territoires dont tout le monde parle, en réalité, il y a cinq statuts juridiques pour le peuple palestinien et il y a une réalité de fragmentation à laquelle Israël a délibérément travaillé parce que derrière la fragmentation territoriale, il y a la fragmentation politique. Et c'est ce qui a Mhm. été sciemment travaillé et réfléchi par notamment ce régime israélien, parce que je le rappelle, Netanyahou a soutenu le développement du Hamas et a déclaré que ça faisait pleinement partie de sa stratégie pour déjouer justement euh, le travail de l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique pour instaurer justement un État palestinien. Donc cette fragmentation territoriale, la reconnaissance de l'État palestinien, ne résout pas en fait les questions majeures qui se posent pour le peuple palestinien. Les questions majeures qui se posent pour le peuple palestinien, c'est cette question de la continuité territoriale et résoudre la question de la fragmentation du peuple palestinien. Mais là, Donc ce que vous pour dites, moi, pardonnez-moi, mais là, ce que vous essayez de nous faire comprendre, de dire, ce qu'on comprend, tout du moins, ce que je comprends moi, c'est que la solution à deux États est un peu compliquée, puisque la continuité, voilà, la continuité du territorial, le fait que tout le monde soit divisé de partout, la solution, en fait, que vous essayez de nous faire comprendre, c'est un État binational. oui, non, mais ça, moi, je l'ai dit et redit, et je suis pas la seule à le dire. Et moi, je vais vous faire même une confidence, hein. Il y a des responsables de diplomates et de hauts représentants européens qui, dans leur discours, quand ils interviennent en commission, vous disent reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre de la solution à deux États parce que c'est la position de l'Union européenne. Mais quand vous allez leur parler en off et que vous avez une discussion tête à tête avec eux, ils vous disent, bon, bah, en fait, personne n'y croit. Je veux dire, Mhm. il suffit de s'y rendre pour se rendre compte que c'est plus possible. Donc, il faut aller sur le terrain voilà, du courage politique aujourd'hui pour dire que la solution telle qu'elle est proposée de deux États ne résoudra rien, Mhm. ne comblera rien en matière de revendication du peuple palestinien. Bien au contraire. Moi, ma crainte, c'est que les Palestiniens finissent de plus en plus dans de toutes petites enclaves Mhm. et que ce qui réunit le peuple palestinien finisse par en fait complètement s'effriter et disparaître. Le contexte d'apartheid nous fait aussi comprendre que c'est Israël qui impose cette nouvelle dynamique quant à la solution d'un État ou un État binational ou une fédération d'États, parce qu'Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique.
Mais si l'État d'Israël va sur les territoires palestiniens pour les conquérir, et qui sont constitués de populations non juives, Mhm. la question qui se pose pour l'État d'Israël, c'est de sacrifier une de ces deux composantes. Soit ça reste un État juif, mais qui ne veut pas être démocratique parce qu'il fait la séparation entre juifs et non-juifs, soit c'est un État qui veut rester démocratique, mais dans ce cas-là, il ne veut pas être exclusivement juif, Mhm. puisqu'il y a une population qui est tout aussi importante, voire plus importante si on intègre les réfugiés palestiniens. Le peuple palestinien, c'est 15 millions de personnes. C'est le double du peuple israélien, si on réunit toute la diaspora et les réfugiés. Donc, c'est Israël qui nous met dans ce dilemme, en réalité, qui consiste aujourd'hui à euh, devoir aller sur le terrain de la revendication d'une égalité de droits. Les plus grands dirigeants du Hamas sont nés dans des camps de réfugiés. Ça les a forcément structurés politiquement. La manière dont ils ont pu envisager l'État d'Israël part d'abord de leur propre traumatisme et de leur propre injustice, enfin de l'injustice qu'ils ont pu subir. Donc, on voit bien que ça ne résout rien, le fait de dire qu'on va reconnaître un État palestinien sur Gaza et sur la Cisjordanie, parce que ça n'empêchera pas la population qui est à Gaza de continuer à dire, nous, ici, nous sommes réfugiés. Notre revendication, c'est le droit au retour. Notre revendication et notre libération, pour nous, c'est pas la bande de Gaza, que la bande de Gaza, c'est de pouvoir aller dans notre village d'origine duquel nous avons été expulsés, duquel nos grands-parents étaient, dans lesquels ils ont pu être tués, etc., etc. Donc tout le monde est au fait de ce qui s'est passé pendant la Nakba. Donc pour moi, la seule chose qui peut à la fois sauver ce qu'il y a en Israël d'idées progressistes et de cohabitation avec les Palestiniens, et ce qui peut sauver et penser les plaies du peuple palestinien, c'est cette question d'égalité de droit, avec une liberté de circulation et d'installation. C'est ça, c'est le pansement de la Nakba, C'est cette liberté l'objectif. d'installation. C'est C'est de pouvoir l'objectif. dire en fait aux Palestiniens, bon, ben, bon, si vous êtes vraiment attaché à Raqqa ou à tel village ou à tel village, si vous avez envie d'y aller, bah, vous avez le droit d'y aller. Et si vous ne pouvez pas vous y installer là maintenant tout de suite dans l'immédiat parce que bah, vous êtes exilé depuis 67 ou 48 avec votre famille, le simple fait de pouvoir vous y rendre librement, c'est déjà une énorme, un énorme réconfort, je veux dire. Mhm. Bien sûr. Euh, donc voilà, pour moi, la solution, effectivement, aujourd'hui, au regard du nouveau paradigme qui est celui de l'apartheid, qui est documenté depuis plusieurs années, qui change la donne. Et aujourd'hui, vous avez même des Palestiniens, je veux dire, qui disent, mais nous, s'il nous reste 10% du territoire de notre pays, on n'en veut pas. Si c'est ça, finalement, la solution qu'on nous propose, on n'en veut pas. On préfère vivre avec éventuellement une cohabitation, mais avec au moins la liberté de pouvoir aller et venir où on veut, d'avoir une égalité de droit avec les Israéliens et de se sentir pleinement respecté en tant qu'individu, en tant qu'humain et de vivre en parfaite dignité. Et l'exemple qui est le plus parlant et que personne ne cite dans les médias, en Israël, plus de 20% de la population est d'origine palestinienne. 20 à 25%. Je veux dire, si les Palestiniens étaient des terroristes en puissance et que leur seule obsession tous les matins, c'était d'aller massacrer des Israéliens, on aurait des massacres tous les jours en Israël. Or, on observe bien que c'est le territoire où il y a moins d'attaques contre les Israéliens. Alors, paradoxalement, c'est là où il y a le plus de cohabitation, bah, précisément parce que c'est là où les Palestiniens ont le plus de droits. Alors, pour finir, une dernière question. Donc, pour revenir à l'action et pour boucler la boucle, vous la documentez vous-même, cette action, sur vos réseaux sociaux. Ah, bien que les Oui, médias en ont pas mal abordé hier, le sujet, hein. D'ailleurs, oui, c'est vrai. ce qui a fait que ça a parlé depuis hier, c'est la condamnation de votre équipe de menaces de la part des autorités israéliennes, l'histoire avec le drone, etc. Avant ça, pendant 3, 4, 5 jours, pas tellement de papier. Est-ce que vous êtes critique de la couverture médiatique de l'action menée jusqu'à maintenant? Oui, je regrette par exemple que très très peu de médias aient parlé de documents des 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies. C'est assez inédit qu'une action menée par une dizaine de civils soit quand même soutenue par autant de rapporteurs spéciaux des Nations Unies et qui ont été très clairs dans leurs documents. Et j'observe que très très peu de médias ont ne serait-ce que fait une synthèse Oui. de ça. Donc ça c'est extrêmement problématique. Parce qu'à la limite, qu'ils ne nous donnent pas la parole parce que voilà, ils sont peut-être pas d'accord avec ce qu'on fait ou qui ne comprennent pas très bien ce qu'on est en train de faire. Et Mhm. puis, nous faisons également face à un traitement médiatique qui est assez méprisant, en fait, quand on dit qu'on est en croisière, Que vous faites le quand buzz. Et il y a aussi des voix qui, alors, bien sûr, vous les connaissez, c'est voilà l'ex-député Meir Habib qui dit qui dénonce une opération de communication sans réelle utilité, ou alors faire du buzz, ou de personnaliser excessivement ce combat en vous visant vous mais non, personnellement. mais nous sommes obligés de communiquer
Alors, enfin, je veux dire, après, montrer des aspects un peu du quotidien, c'est normal parce que ça rassure aussi les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors dire que, en fait, nos journées, elles sont aussi banales dans le sens où bah, on va manger, on va essayer de se laver. Donc voilà, en Ça montrer un humanise petit. l'action. Tout à fait, et je crois que c'est ça qui dérange, c'est que ça vient contrecarrer un peu le narratif qui voudrait nous présenter comme peut-être des fous ou des radicaux ou je ne sais quoi. Puis en fait, montrer que c'est monsieur et madame tout le monde en fait qui sont à bord de ce navire. Il y a un médecin, il y a deux ingénieurs, il y a des gens qui sont investis dans plusieurs causes. Avec nous, un des deux capitaines avait participé à des actions contre l'autoroute A69. Enfin, il y a Greta Thunberg qui est reconnue pour son engagement pour le climat. Et en fait, on voit bien que c'est des gens qui lient la cause palestinienne à beaucoup d'autres engagements. Mhm. Et je crois que surtout, c'est cette image-là que certains médias ne veulent pas qu'on montre, pour pas que les gens aussi s'identifient à à ce groupe, en se disant, Mhm. mais en fait, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être enfin voilà mon cousin ou je ne sais quoi et donc voilà et nous médiatisons sciemment aussi ce qui se passe au regard de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour nous assurer d'avoir le soutien de l'opinion et, et nous assurer d'avoir une garantie d'intervention ou de sécurité en cas d'attaque ou d'interception Bien de sûr. la part des autorités israéliennes. Eh bien, merci beaucoup, Rima Hassan, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir Merci, répondu à mes désolée, questions. j'ai peut-être été un peu longue sur certaines questions, mais bon, Mais en tout cas, c'était très précis, c'était très intéressant. Et d'avoir pris le temps. Alors, on sait bien que le temps, en plus, est compté. Vous avez des choses à faire. C'est pas oui, simple. Je vous vois oui, tanguer, en oui, c'est un plus, le peu bateau. chargé, effectivement. Oui, c'est Voilà, un peu quoi. chargé. On vous remercie encore. Merci beaucoup, Rima. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien en direct sur cette chaîne YouTube. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas, vous connaissez la chanson, à partager cette vidéo autour de vous et plus encore à soutenir cette chaîne en vous y abonnant bien évidemment de manière gratuite sur YouTube, en suivant l'actualité de celle-ci sur les réseaux sociaux et si vous le pouvez en faisant un don régulier et libre des 1 euro par mois sur la plateforme Helloasso dont le lien se trouve en barre de description et en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve à la prochaine sur cette chaîne et dans les différents médias avec lesquels je collabore régulièrement. Vous le savez, on en a parlé dans cette vidéo, l'Humanité, mais aussi Blast, qui m'ont permis de sortir l'information que j'ai réussi à obtenir auprès de sources diplomatiques ces dernières heures. Merci encore une fois et à très bientôt parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao!